parti. Voilà. Bon, on est parti. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis absolument ravie de vous retrouver pour ce nouveau webinaire. Donc, certains m'ont déjà croisé dans le passé. Je reconnais quelques visages. Donc, bonjour Sébastien, bonjour Elliot, bonjour Christine, évidemment. Bonjour à toutes les personnes qui nous rejoignent aujourd'hui sur ce séminaire, ce webinaire autour de la gestion du rush. Grand sujet qui revient beaucoup chez nos clients et je me suis donc dit que c'était assez intéressant de le proposer sur ce format découverte. Donc, écoutez, sans plus attendre, allons-y. Merci de passer votre fin de journée avec moi ce jour. Moi, je m'appelle Tani Perro-Ramirez, je suis la fondatrice de Balanced. Ça fait plus de 5 ans que je travaille sur la question de la gestion de l'équilibre au travail, avec une conviction, c'est que la gestion de l'équilibre, c'est une compétence à part entière. Et dans cette gestion de l'équilibre, il y a évidemment faire face aux imprévus, faire face aux périodes de changement, aux périodes de difficultés qui font tout simplement partie de la vie. Avec cette question, ok, comment je mets de l'intelligence dans la manière de gérer ces moments-là, en comprenant la manière dont fonctionne mon corps et en particulier mon système nerveux. Et c'est tout ça dont on va parler aujourd'hui. Je suis vraiment ravie de pouvoir vous partager quelques insights aujourd'hui, de répondre à vos questions. L'idée, évidemment, c'est que ce temps-ci vous soit le plus utile possible. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, à réagir. On est là voilà, pour ouvrir un espace de débat sur ces problématiques-là qui font partie du quotidien, mais qu'on n'a pas toujours le temps de traiter. Je vous ai parlé de Balance. Donc, qu'est-ce que Balance? Balance, c'est une entreprise qui est spécialisée sur la gestion de l'équilibre au travail. Et donc, notre mission, c'est celle-là, c'est de faire reconnaître et de former les professionnels à cette compétence pour qu'elle fasse partie du cœur des compétences des professionnels de demain. On accompagne les entreprises de toute taille, depuis la start-up en forte croissance jusqu'au grand groupe, à l'organisme public. C'est pas une compétence qui est propre à un métier, c'est finalement un soft skill qui peut être propre à toutes les professions. Et l'idée aujourd'hui, c'est de vous la faire découvrir. Donc, avant de démarrer, je vais ouvrir le chat. Je voulais vous demander comment vous sentez-vous ce soir? Comment est le niveau d'énergie? Je n'envoie pas la présentation après la réunion, Nathalie, malheureusement. Si vous avez envie d'infos particulières, tout ça, je peux évidemment, n'hésitez pas à me les demander, je vous les enverrai. Mais il n'y a pas il y a pas de restitution. Par contre, je mettrai le lien avec le replay, évidemment, pour que vous puissiez retrouver la vidéo. Euh, et donc, racontez-moi, comment vous sentez-vous? 1 étant le niveau le plus bas et 5 étant le meilleur niveau. Ok, on est en fin de journée, on est à 2,3. Ok, 3,5, pas mal. 2, plutôt bas. Ok, bon, très bien. Donc, énergie de fin de journée. Donc, je vais essayer de vous maintenir avec moi, mais de pas être trop speed non plus. N'hésitez pas, en tout cas, si vous sentez que je m'emballe et je vais trop vite, faites-moi signe et on adaptera le ton. Maintenant qu'on a dit ça, racontez-moi un petit peu, quand vous avez vu l'intitulé du webinaire, vous vous êtes dit, tiens, ça m'intéresse, parce que pour moi, c'est quoi la problématique de ces moments de rush? On en a tous vécu depuis la plus tendre enfance, notre premier rapport à l'éducation jusqu'au monde du travail. Les pics de rush, ces moments d'imprévu où il y a 10 000 choses à gérer, c'est pas quelque chose qui est facile c'est pas quelque chose qui va être facile à appréhender. C'est pas forcément quelque chose sur lequel on est formé, donc on apprend sur le tas. Donc regardons un petit peu qu'est-ce que ça représente pour vous. Donc on nous dit le niveau d'émotion, la capacité à définir des priorités, la prise de recul, les émotions et le stress, ne pas s'énerver et rester calme. Absolument, on est vraiment sur des éléments clés. En fait, finalement, ces moments de rush, ces moments où on a l'impression de vraiment perdre le contrôle. On n'a plus du tout la main sur le quotidien et pour le coup, on perd son calme, les émotions prennent le dessus et finalement, on n'est plus du tout en pleine mesure de notre potentiel. Donc, comment faire et est-ce que finalement, on peut évoluer là-dessus? Qu'est-ce qui fait que certaines personnes vont avoir plus de facilité à les gérer que d'autres? Est-ce que c'est qu'une question d'expérience ou est-ce que finalement, il y a quelques principes qu'on peut avoir, quelques réflexes qu'on peut adopter pour mieux les gérer? Donc, l'idée aujourd'hui, c'est d'ouvrir quelques pistes et que ça vous soit le plus utile possible dès aujourd'hui.
La manière dont je vous propose qu'on avance, c'est déjà de se dire, OK, mais en fait, quand on parle de rush, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau à ce moment-là? C'est quoi cette sensation de panique? C'est quoi ce pic d'émotion qui peut prendre le dessus? Pourquoi on a l'impression de perdre la main sur la situation? Et finalement, une fois qu'on l'identifie, comment on répond à ce moment-là? Quels réflexes on peut mettre en place? Je vous donnerai quelques pistes, 5 grandes étapes pour pouvoir répondre à ces problématiques-là. Je vous invite à prendre des notes, à voir ce qui vous parle le plus entre Elliot, Michael, Rachel et Sébastien. Il n'y aura pas forcément le même outil qui aura le même impact. Donc l'idée, c'est de tester, c'est de voir qu'est-ce qui vous parle le plus. Et évidemment de poser vos questions sur ces problématiques-là ou de partager aussi votre expérience si vous le souhaitez. L'objectif de ce webinaire, évidemment, c'est de vous dire qu'il n'y a pas de solution magique face à ces problématiques-là. Une situation difficile sera toujours une situation difficile. Comme de la même manière, on dit toujours, en fait, les moments de déséquilibre vont toujours faire partie de la vie. En revanche, comprendre les principes sous-jacents derrière un moment de déséquilibre et la manière dont le corps et le mental vont les interpréter nous permet de mieux les appréhender. Donc là, c'est à ça qu'on va réfléchir ensemble. C'est finalement avoir une meilleure appréhension de ce qui se passe au niveau du corps dans ces moments de rush et commencer à changer notre rapport à ces moments de difficulté pour en identifier les leviers. Et donc derrière le rush, eh ben, on retrouve ce mot-clé si important chez nous, qui est la notion d'équilibre. Souvent, quand on parle du mot équilibre, on va penser à l'équilibre vie pro, vie perso. C'est pas de ça dont je vais vous parler aujourd'hui, ou en tout cas pas que. Souvent, les moments de rush, c'est un moment où toute notion d'équilibre vie pro, vie perso explose complètement. Mais c'est pas la seule question. Derrière la notion d'équilibre, il y a notre capacité à préserver l'équation, notre santé physique, de notre santé mentale, notre capacité à nous sentir accomplis, à avoir des émotions positives, à trouver du sens dans ce qu'on fait, à avoir une impression de maîtrise de notre action et de notre temps. Mais c'est aussi notre capacité à communiquer, à faire face au changement, peut-être même notre capacité à aller éprouver des sensations de bonheur. Il y a énormément de composantes dans l'équilibre que nous, on va définir de manière particulière. Je vais vous en partager la définition. Ça fera le lien direct avec cette question du rush. Mais en tout cas, c'est un mot-clé dont vous allez entendre beaucoup parler. Et pourquoi je vais vous parler de ça? En fait, ça nous vient des sciences du bonheur qui inspirent beaucoup ce qu'on fait chez Balanced. Les théories du bonheur qui sont plus anglo-saxonnes et qui sont très nourries notamment par les neurosciences et la psychologie positive nous disent, c'est Martin Seligman, l'un des fondateurs de la discipline de la psychologie positive, qui s'est intéressé aux piliers du bonheur d'un être humain, en disant bah, finalement, ne regardons pas que ce que fait traditionnellement la psychologie, c'est-à-dire comment on répare les maux, mais maintenant allons voir comment on cultive le potentiel de l'être humain. Et il nous dit la chose suivante, il nous dit il y a plusieurs piliers qu'on va réajuster tout au long de la vie pour qu'un individu soit à l'équilibre, pour qu'un individu se sente bien, puisse ressentir du bonheur. Et c'est ce qu'il a appelé le cadre PERMA. PERMA, au début, c'était P-E-R-M-A. P pour notre capacité à générer des émotions positives, à nous sentir, engagés. R pour notre capacité à avoir des relations constructives, que ce soit au niveau professionnel ou personnel. M pour la notion de sens, meaning, notre capacité à trouver du sens dans notre action, dans nos environnements à la fois professionnels et ou personnels. Et notre capacité à nous sentir accomplis. Donc dans ces différents éléments, vous voyez énormément des conséquences et des résultats de votre action quotidienne, que ce soit dans le milieu professionnel ou personnel. À ces 5 briques, s'est ajouté un élément assez central, très vite, qui est le H de santé, health. Et Seligman nous dit, en fait, finalement, si on n'a pas cette base de santé physique et santé mentale, on ne pourra pas engager le reste de l'équation. Et donc, c'est de là qu'on part ensemble aujourd'hui. Comprendre un peu mieux qu'est-ce qu'on va mettre dans cette notion de santé physique, santé mentale, qu'est-ce que ça veut dire pour le pro. Vous savez tous qu'il faut bien manger, bien dormir, bien s'alimenter, bien s'hydrater. On sait rarement vraiment le pourquoi des choses. Notre conviction, c'est qu'on a tous besoin de comprendre nos besoins physiologiques et psychologiques essentiels pour être capable de les adresser
Autrement, on rentre dans des cercles chroniques de déséquilibre qui sont en fait un des grands enjeux post-Covid qui se révèlent à nous en ce moment, notamment dans le monde du travail. Et ce déséquilibre, il va impacter à la fois les individus, les organisations et la société. Au niveau individuel, vous avez sûrement entendu parler des chiffres. On a quasiment un salarié sur deux en France qui vit du stress chronique et ses conséquences. La sédentarité touche plus de 9 Français sur 10. Les troubles musculo-squelettiques nous affectent de manière extrêmement importante. C'est la première source d'arrêt maladie en France. Donc les troubles musculo-squelettiques, c'est toutes les douleurs chroniques qui vont émerger parce qu'on passe en fait notre journée assis, par exemple derrière un bureau, donc des douleurs à la nuque, aux épaules, au dos. Euh, Tout simplement parce qu'on ne sait pas s'asseoir sans se blesser et on passe beaucoup trop de temps assis dans la même position. Notre corps n'est pas du tout fait pour ça. Et puis évidemment, tout ça a un impact sur les organisations. En termes de risques psychosociaux, donc la partie qui va toucher davantage la santé mentale et les conséquences de la santé, des problématiques de santé physique, on est sur plus de 3 milliards d'euros pour les grands groupes en France. Les troubles musculo-squelettiques s'évaluent à 2 milliards dans les grands groupes en France, donc c'est un vrai coût financier au-delà du coût humain que ça peut avoir. Et puis évidemment, ça va venir impacter performance, productivité, créativité, tout simplement rapport de sens qu'on va avoir à l'entreprise. On va retrouver ça aussi au niveau sociétal, avec des phénomènes dont vous avez certainement entendu parler également. Vous avez entendu parler évidemment du burn-out, donc plus de 2,5 millions de personnes en burn-out sévère en France. Donc vraiment ce moment où le système nerveux n'est plus capable d'adresser une situation de stress, mais aussi le blur-out, l'étape d'avant, où on va finalement être dans un métier sûrement qu'on aimait, mais on n'arrive plus à déconnecter, que ce soit de nos problématiques perso ou pro, mais en tout cas, on n'arrive plus à sortir de la to-do, on n'arrive plus à retrouver des espaces de ressourcement, et donc on est en surstimulation du système nerveux également, qui n'arrive plus à se ressourcer. Et on trouve aussi un autre phénomène que peut-être on aborde moins dans ces questions-là, assez souvent, qui sont les phénomènes qu'on va appeler de bore-out ou de burn-out. Le bore-out, c'est ne pas se retrouver dans un métier épanouissant et pour le coup vraiment s'ennuyer au travail. Et ça arrive dans certains métiers, c'est un phénomène dont on parle de plus en plus. Mais il y a aussi le phénomène de burn-out que j'ai connu à titre personnel à une époque de ma carrière. J'étais dans un métier qui me passionnait, une organisation qui m'inspirait, mais pendant le Covid, on n'était pas assez bien organisé et je me suis retrouvée pendant 3 ou 4 mois à faire 10 heures de réunion par jour, tous les jours, sans pause, sans... voilà, il n'y avait pas de structure et quand on fait, peut-être que ça parle à certains, quand on se retrouve à faire 40-50 heures de réunion par semaine, au bout d'un moment, notre quotidien il devient un peu absurde. On n'a pas de temps de production, on n'a pas de temps pour souffler, on enchaîne et on passe en pilote automatique. Et c'est un peu ça aussi la problématique derrière l'équilibre, c'est à quel moment on perd les manettes de notre quotidien pour passer en pilote automatique sans se rendre compte en plus de ce qui se passe au niveau du corps et du mental, toutes les conséquences que ça peut avoir sur un corps qui est pas fait pour ça. Pour répondre à vos questions, effectivement, on me demande simplement de préciser les acronymes, vous faites bien. Donc TMS, comme je le disais un instant, on va parler de troubles musculo-squelettiques. RPS, risques psychosociaux, et QVCT, qualité de vie et conditions de travail, qui sont les grands termes des problématiques de, euh, de bien-être au travail, d'équilibre au travail. Les grilles aussi d'évaluation qu'on va utiliser justement pour pouvoir suivre l'état d'une entreprise sur ces problématiques. Risques psychosociaux, on va vraiment être sur la partie un peu plus santé mentale. Et puis TMS, c'est vraiment trouble musculo-squelettique, c'est vraiment l'impact physiologique et les douleurs chroniques qui vont émerger et qui peuvent avoir des conséquences. On va en parler dans un instant, mais évidemment, santé mentale et santé physique sont complètement interdépendantes. Donc tout ça est lié. Hop, alors, qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi, il s'est passé quelque chose d'étrange. Revenons à notre affaire. Alors, ça fait quelques... Excusez-moi, on va y arriver. Hop. Bon, je profite de ça. Est-ce qu'il y a à ce stade des réactions, des questions? Est-ce que ça évoque quelque chose? On continue? Bon. Donc en fait, de ce que je vous dis là, émerge vraiment cette conviction que finalement, si on veut revenir à l'origine de cette problématique, il faut qu'on commence par aborder cette question-là. On règle absolument pas toutes les problématiques qui sont là, mais déjà aborder la problématique des besoins physiologiques et psychologiques essentiels du professionnel, c'est déjà commencer
à adresser une partie de l'origine de la problématique et sortir de ce cercle vicieux. Donc, dans la gestion de l'équilibre, c'est cette capacité à adresser à tout moment ces besoins physiologiques et psychologiques essentiels. Et c'est ça aussi qu'on a besoin de faire dans une période de rush. C'est un moment d'insécurité où le stress va monter. Le stress en tant que tel n'est pas forcément quelque chose de négatif. Par contre, on peut apprendre à y répondre d'une manière un peu plus intelligente en comprenant tout simplement ce qui se passe à ce moment-là. Pourquoi on réagit, pourquoi on ressent un certain nombre de choses, qu'est-ce que notre système nerveux est en train de faire pour nous. Et donc derrière tout ça, le premier principe, c'est qu'en fait, ces moments-là, ils sont normaux. Sentir un rush ou se retrouver dans une situation où on a l'impression qu'il y en a de partout, c'est pas votre responsabilité, c'est pas votre faute, c'est pas une situation d'échec. Ça peut amener à des questionnements sur comment on évite de se retrouver dans cette situation-là, certes, mais en fait, ça fait partie de la vie. Que vous soyez au tout début de carrière, au milieu, à la fin, ça nous arrive tous. Donc déjà, on va normaliser la chose. Ces phases de ce que moi j'appelle de déséquilibre sont complètement OK, sont complètement normales. Donc la vraie question, c'est juste, OK, mais comment j'apprends à réagir dans ces moments-là? Mais en aucun cas, et ça arrive quand même beaucoup, on va se poser d'injonction en se disant que c'est notre responsabilité ou que c'est la faute du collègue ou que c'est la faute de quelque chose de plus global. Ça fait partie de la vie, on ne peut pas tout contrôler. On peut toujours faire de notre mieux, mais même avec le meilleur project management du monde, on se retrouve avec des imprévus et on peut se retrouver avec des difficultés. Donc déjà, on va retirer ce phénomène très commun de résistance en refusant la situation parce qu'elle est inconfortable. Et c'est vrai, ces moments-là sont inconfortables pour se dire, bon ok, ça arrive, ça fait partie de la vie, je normalise ce qui est en train de se passer, je peux analyser ce qui en est, voir si on peut l'éviter à l'avenir, mais essayer de travailler ce rapport à la résistance qui est assez commun, et on va voir comment. Parce que justement, donc, qu'est-ce qu'on fait en cas de rush? En cas de rush, déjà, regardons un petit peu qu'est-ce qui se passe dans le cerveau. Donc dans le rush, ça peut vraiment être, déjà, je ne l'ai pas précisé, mais évidemment, dans la définition du mot rush, vous pouvez mettre absolument tout. Ça va être l'enchaînement des deadlines, les imprévus des demandes clients, une accélération d'enjeux dans votre vie privée et dans votre vie professionnelle qui vont s'accumuler au même moment. Vous pouvez mettre absolument tout ce qui vous correspond à une notion de rush. Trois deadlines successives peuvent correspondre à un rush pour une personne A et pas du tout pour une personne B, qui a un rapport différent aussi à la charge. Donc tout ça est vraiment très personne dépendante. Donc prenez tout ça par rapport à votre définition, évidemment. Et justement, c'est ça qui compte, ça va être de se dire qu'est-ce qui se passe finalement dans mon cerveau quand il se passe quand ce rush monte. Déjà, pourquoi on vous parle de neurosciences dans tout ça? L'idée des neurosciences, donc, c'est l'étude scientifique du système nerveux avec un focus particulier sur le cerveau. L'objectif ici des neurosciences appliquées à notre enjeu, c'est de comprendre les mécanismes neuronaux qui vont sous-tendre toute expérience, les émotions qu'on va ressentir, les mécanismes de prise de décision, de changement d'habitude, pour comprendre à la fois d'où tout nous vient, notre énergie, la créativité, l'empathie, la concentration, toutes ces qualités, ces aptitudes qui vont nous servir en tant que pro, mais aussi comprendre qu'est-ce qui se passe à l'inverse dans les moments de difficulté, comme la situation de stress, jusqu'à des situations beaucoup plus complexes, telles que le burn-out. Avec une meilleure compréhension de nos mécanismes physiologiques et psychologiques, on peut mieux répondre à ces périodes en simplement mettant la raison derrière ce qui se passe et en normalisant également ce qui s'y passe. Donc, qu'est-ce qui se passe pendant un moment de stress, pendant un pic, pendant un rush, où d'un coup on a ce pic de stress qui va monter? Bien pour ça, déjà, il faut qu'on s'intéresse à ce fameux système nerveux. Dans les 11 grands macrosystèmes corporels qui nous permettent de lire le corps, donc nous, on peut en analyser plein chez Balance pour vous expliquer un petit peu quels sont vos besoins physiologiques de base. Pour l'objectif d'aujourd'hui, il faut qu'on fasse un focus qui est le système nerveux. Ceux qui ont déjà passé du temps avec moi, ça va vous faire une piqûre de rappel. Quand on parle du système nerveux, on va parler du système nerveux central et périphérique. Le système nerveux central va comprendre votre cerveau, la moelle épinière. Le système nerveux périphérique, ça va être l'ensemble du réseau nerveux qui, lui, va venir capter l'information de l'extérieur et envoyer des messages du centre vers l'extérieur. C'est finalement votre connexion du monde extérieur vers l'intérieur et du monde intérieur vers l'extérieur. C'est le centre de commande du corps. Dans ce centre de commande du corps, on va distinguer deux grands niveaux. Ce qu'on va appeler le système nerveux autonome et le système nerveux somatique. Le système nerveux autonome, c'est celui qui va nous intéresser aujourd'hui. C'est celui qui fonctionne tout seul. Je n'ai pas besoin d'indiquer à mon cœur de battre. Je n'ai pas besoin d'indiquer à mon estomac
de digérer mon repas de ce midi. C'est mon cerveau qui va piloter de manière autonome tout ce qui s'y passe. À l'inverse, mon système nerveux somatique relève de toutes les informations que je vais guider. Si je demande à mon corps de lever les bras pour venir m'étirer, c'est mon système somatique qui est en action. Dans le système nerveux autonome, il y a quelque chose qui est extrêmement intéressant pour les pros et que finalement, on gagnerait tous à mieux comprendre. C'est que, hop, dans ce système nerveux, on va distinguer deux grands modes de fonctionnement. On va distinguer le système nerveux sympathique du système nerveux parasympathique. Le système parasympathique, c'est votre système nerveux à l'état de calme, l'état d'apaisement, de relaxation. C'est le moment où tout va bien. C'est un moment comme je l'espère maintenant. Vous êtes derrière votre ordinateur, vous êtes en sécurité, tout va bien. Vous apprenez peut-être des choses, ou c'est une piqûre de rappel, ou vous nourrissez votre curiosité. Bref, votre système nerveux n'est pas en système d'alerte. C'est un moment où votre système corporel, vos systèmes corporels, pardon, peuvent fonctionner de manière régulière et harmonieuse. Tout le travail de fond peut se faire de manière naturelle. Quand vous rentrez en système sympathique, c'est un moment d'activation du système nerveux face à un danger possible. C'est ça qui se passe quand vous rentrez en stress. Le moment où le système sympathique s'active, c'est un moment qui est extrêmement intéressant. Parce que pour vous aider à faire face à un danger potentiel, c'est comme si votre système nerveux optimisait vos fonctions corporelles. Comme vous le voyez à l'écran, on va avoir un certain nombre de fonctions qui vont évoluer, qui vont être priorisées ou dépriorisées. Et donc, en gros, c'est un moment où le système nerveux va déterminer que pour faire face au danger identifié, vous avez besoin d'un rythme cardiaque augmenté. Pourquoi? Parce que historiquement, un danger, en général, il fallait qu'on puisse courir pour se sauver de l'ours qui pouvait nous blesser. On va avoir une libération du système digestif pour nous alléger et nous permettre de nous déplacer plus facilement. Bref, on va avoir un certain nombre de fonctions optimisées pour augmenter notre concentration, augmenter notre énergie et nous permettre de faire face. Donc en soi, on peut se dire, ah bah tiens, c'est hyper intéressant en fait. C'est pas du tout négatif. C'est littéralement mon système nerveux qui se met au service de ma réussite face à un danger identifié. Donc en soi, c'est hyper intéressant. Derrière ce réflexe et derrière ce passage de système sympathique à parasympathique, il y a toujours des grands principes. Premier principe, c'est que la motivation de votre cerveau, qui est donc au cœur du système nerveux, ça va être de minimiser les dangers et de maximiser les récompenses. C'est-à-dire que toute résolution de problème correspond à un cerveau qui fait son travail, pour caricaturer un petit peu. Et c'est pour ça qu'on va considérer, on a tendance à dire que le cerveau, il aime résoudre les problèmes et inventer des histoires parce qu'il aime, en fait, il essaie de limiter la complexité des situations dans lesquelles vous êtes. Le plus il arrive à mettre des étiquettes et des labels sur ce qui se passe, le plus il peut décider A ou B quelle est la prise de décision qu'il va faire et comment on sort de toute problématique identifiée. Et c'est aussi pour ça qu'on va dire que le cerveau, il a tendance à aimer les pensées négatives. Parce que c'est des problèmes à résoudre. Et tant qu'on lui donne des problèmes à résoudre, il fait son travail. Et faire son travail, c'est vous maintenir en vie. Donc, qu'est-ce que ça nous dit par rapport au rush? C'est que dans une période de rush, en fait, on est en train d'alimenter cette partie, cette nature primaire, finalement, du fonctionnement du cerveau, qui va être de résoudre des problèmes. Et donc, dans un moment de rush, on va être dans ce summum de j'ai 15 000 trucs à gérer en même temps, je ne sais pas par où commencer, mais par contre, j'ai mon système d'alerte qui s'active au maximum parce qu'il y en a de partout. Bon, donc là, on est vraiment en train d'aller suractiver le système sympathique. En soi, c'est pas forcément quelque chose de mauvais. Le système sympathique, comme je vous le disais, il va avoir un certain nombre de principes physiologiques qui sont pas forcément très utiles aujourd'hui. On va avoir des contractions musculaires, des choses qui aujourd'hui sont pas aussi utiles que quand il fallait qu'on court pour notre vie. Mais pour autant, voilà, on va avoir, je vais vous en parler dans un instant, mais on va avoir un certain nombre de mécanismes biologiques, chimiques, qui peuvent nous aider à faire face, mais qui vont aussi avoir certaines limites, et c'est de ça dont on va parler aussi aujourd'hui. Dans la réaction au stress, il y a toujours trois grandes étapes. Il y a l'étape d'alarme, on identifie une problématique naissante. Ensuite, une étape de réaction ou de résistance, le fameux fight or flight mode. Donc c'est là où le cerveau détermine est-ce que je fais le mort ou est-ce que on répond à la problématique. Et ensuite, on rentre dans la phase de satisfaction et de frustration. Le problème de la phase de rush, quand on en a un peu de partout, c'est qu'on reste en fight or flight. On n'arrive jamais à l'étape de satisfaction et en général, on reste focus sur toutes les problématiques qui restent et on ne va pas spécifiquement
sur, tiens, je décortique les problématiques une par une et j'arrive à me satisfaire de la réalisation ou frustration éventuellement de non-réalisation d'une sous-tâche dans cette période-là. Et c'est ça qui va augmenter aussi l'effet physiologique que va avoir le rush. C'est ce côté, il y en a de partout et en fait, je ne sors pas de mon fight or flight mode. Donc la question, c'est comment on passe dans cette étape de satisfaction ou frustration, hein. Ça peut arriver évidemment qu'on n'accomplisse pas, mais en tout cas qu'on puisse indiquer à notre système nerveux, OK, on passe à l'étape suivante. Pour qu'aussi cette réaction physiologique reste saine et ne vienne pas nous fragiliser. Puisqu'aujourd'hui, c'est ce que je vous mets à l'écran pour marquer un peu les esprits, mais de se dire finalement, pour notre cerveau, votre phase de rush avec 15 000 trucs à gérer et la babysitter qui finalement ne peut pas venir ce soir chercher les enfants et votre mère malade qui a besoin que vous l'accompagniez chez le médecin, tout qui s'accumule, c'est aussi dangereux que l'ours qui va venir vous manger. C'est un espace de danger derrière toute expression tout espace qui peut vous valoriser, vous mettre de la sécurité, c'est votre cerveau qui se dit que vous appartenez à un groupe et qui a besoin finalement au niveau du cerveau reptilien de sentir que voilà, vos bases de sécurité sont couvertes et que donc on va limiter tout espace d'échec pour vous protéger et être sûr que vous ne soyez pas isolé. Je pourrais revenir un petit peu sur ce concept-là. Mais maintenant, concrètement, qu'est-ce qui se passe et pourquoi, notamment dans une phase de rush, on veut tout de suite mettre en place des mécanismes pour éviter que ça dure et que ce stress qui, sur le moment, peut être finalement assez intéressant. On peut prendre la vague du stress positivement. Il ne faut pas non plus qu'on pousse trop et c'est très important qu'on l'adresse et qu'on en fasse un réflexe. Au moment où la phase d'alarme se déclenche et vous rentrez en stress qu'on va appeler ponctuel, il se passe quelque chose avec une durée limitée, la première action du corps, ça va être de lancer un pic d'adrénaline qui va vous apporter de l'énergie. On va commencer à consommer nos ressources de magnésium. Et là, vous allez voir l'hormone dont vous avez sûrement entendu parler, l'hormone du stress qu'on appelle le cortisol, qui, elle, va avoir une fonction d'aller rechercher des ressources supplémentaires au sein de notre corps. Donc, c'est comme si elle allait puiser dans les réserves pour nous donner un pic d'énergie supplémentaire. Plus on va tirer sur la corde, plus ce cortisol va monter parce que plus en fait le corps a besoin d'aller chercher, d'aller puiser dans ses réserves pour nous donner un apport d'énergie supplémentaire puisqu'il n'est pas en train de récupérer. Vous voyez en bleu une ligne qui s'appelle la sérotonine. La sérotonine, elle, c'est un neurotransmetteur qui va être responsable de notre capacité de concentration, de présence, voire d'apaisement. C'est aussi on l'appelle hormone, c'est un neurotransmetteur du bonheur. Vous voyez les périodes où vous pouvez être dans une phase de stress, justement. Peut-être même, je vois qu'il y a certains étudiants aussi parmi nous, quand vous avez un paper à rendre la veille et que vous attendez la deadline avant d'envoyer, il y a certains étudiants qui peuvent avoir, enfin, moi j'avais encore des gens dans mon équipe qui fonctionnaient comme ça il y a quelques années, qui me disaient, mais en fait, si je me rapproche pas de la deadline, je travaille pas pareil. J'ai besoin de sentir ce rush parce que je me sens beaucoup plus concentrée, je suis beaucoup plus créatif. J'ai l'impression que finalement, je travaille mieux dans le rush qu'en dehors. C'est parce qu'en fait, ils ont besoin de sentir cette première phase de pic, sentir l'adrénaline qui monte, la sérotonine qui va augmenter la concentration, le cortisol qui va aller chercher un puits d'énergie supplémentaire, pour ainsi dire. Et c'est ça qu'ils vont aller chercher. Donc on peut se dire finalement, jusque-là, tout va bien. Le problème, vous le voyez à l'écran, c'est qu'au bout d'un moment, quand on commence à tirer sur la corde, en fait, les chiffres ils commencent à descendre et au bout d'un moment, le système nerveux il a plus de ressources à aller chercher. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, une fois qu'on passe le pic, vous voyez l'étape de burn-out, là où on commence à voir que tout chute, la dopamine que vous voyez en vert, qui va être le neurotransmetteur responsable de l'énergie, de l'activation du système nerveux, il va commencer à chuter. Donc d'un point de vue chimique, on commence à ne plus être capable d'avoir de l'énergie, de sécréter de l'énergie. On n'a plus de cortisol pour aller chercher, on n'arrive plus à sécréter de cortisol pour aller puiser dans les ressources, il n'y en a plus. On va avoir une sérotonine qui va chuter, donc on va commencer à se sentir mal. Moralement, ça va se ressentir. Difficulté de concentration, difficulté émotionnelle, un taux de magnésium qui va diminuer. Bref, au bout d'un moment, le système nerveux, il arrive tout simplement plus à adresser la situation. Il n'a plus de ressources en lui pour répondre à une situation de stress. Donc, dans le rush, qu'est-ce qui va être important? Ça va être de se dire, OK, comment, dans une période de rush, j'arrive à ne jamais basculer dans cette étape et bien rester dans cette zone où j'arrive encore à poser un stop. Et dans ce poser un stop, ça peut être, on va en parler, mais de délimiter aussi les tâches que j'ai à accomplir pour être capable d'indiquer à mon système nerveux que j'avance,
Évidemment, on va parler de prise de recul, on va aussi parler d'émotion, et c'est justement le sujet qui vient juste à l'instant. Parce que finalement, tout ça, vous l'aurez compris, c'est avant tout un enjeu de dosage et de limite. Je vous disais à l'instant, le stress, c'est finalement pas un truc, c'est quelque chose qui nous a maintenus en vie, c'est quelque chose qui peut être intéressant à petite dose, et c'est même quelque chose qui peut nous pousser à des niveaux optimaux d'alerte, de comportement, de performance cognitive. Maintenant, il faut faire extrêmement attention, parce qu'au bout d'un moment, bah, ce stress qui est censé nous aider à adresser un danger identifié, finit par affecter nos fonctions primaires. Et là, pour le coup, on se retrouve sur une vraie difficulté et le retour en arrière, il peut être difficile. Donc, pourquoi je vous parle de tout ça et pourquoi on rentre aussi dans cette logique de stress chronique, c'est qu'en fait, je ne sais pas si vous le vivez comme ça, et finalement, j'espère que non. Chez nos clients, quelque chose qu'on entend beaucoup, c'est qu'en fait, le rush, il est constant. Tous les mois, il y a des pics de rush. Tous les mois, il y a une quantité d'imprévus qui n'est pas possible. Le rush, c'est pas ponctuel. Ça peut faire partie d'une culture de boîte, ça peut faire partie d'une culture de métier. On travaille beaucoup avec des consultants en stratégie. Bon, bah, je pense que vous avez, si vous n'avez pas vécu directement l'expérience, vous savez qu'ils ont des rythmes assez effrénés. Donc, au bout d'un moment, en fait, ça tient plus. Et c'est aussi pour ça qu'on se retrouve dans des boîtes où il y a des turnovers qui sont hyper importants, c'est qu'en fait, physiquement, les gens ne tiennent pas. On peut pousser autant qu'on veut, au bout d'un moment, bah, biologiquement, on a des limites. Donc, on ne peut plus. Et pas de souci, Christine, pour la caméra. Donc, derrière tout ça, il y a déjà quelque chose qui peut être important de commencer à pointer. C'est qu'en fait, effectivement, derrière notre rapport au stress, qui va être la première chose qui va se présenter dans ces moments de rush, bah, en fait, on va souvent déjà avoir une mauvaise compréhension de nos mécanismes émotionnels. Et c'est vrai que c'est pas quelque chose dont on parle beaucoup en entreprise ou qu'on va intégrer dans nos réflexions en termes de développement professionnel. Or, c'est un peu dommage parce que bah, l'émotion est à la base de la création de la pensée. Euh, et en fait, on ne peut pas fonctionner sans. Euh, une émotion, c'est un outil de protection, de communication du système nerveux. C'est le premier, je vous disais tout à l'heure, le cerveau, il a besoin de simplifier la réalité, il n'aime pas la complexité, et donc il a besoin de labelliser les situations. Dans ces modalités de labellisation, l'émotion va venir jouer un rôle d'étiquette. C'est une interprétation d'une situation qui va déterminer si c'est quelque chose qui va plutôt relever du danger ou qui va plutôt relever de la récompense, de quelque chose d'agréable ou quelque chose de désagréable. En ça, les émotions sont des informations, ce sont des étiquettes. Elles ne sont ni positives ni négatives en tant que telles. Elles peuvent être agréables ou désagréables, ça on est complètement d'accord. Mais en fait, elles ne disent rien de nous. Et ce terme-là, il va être extrêmement important. Derrière une émotion ressentie, on a souvent une identification à cette émotion. Parce que je me sens dépassée, frustrée, en colère, fatiguée, euh, je vais me sentir faible, je vais commencer à mettre plein de sensations et d'émotions qui vont se lier. Et je vais lier à ça mon échec, mon incapacité à faire face, le fait de ne pas être à la hauteur de ce qui se présente à moi, à me sentir victime d'un contexte trop complexe. Bref, je m'identifie à mes émotions sans en interpréter l'information. Or, ce qu'on va pousser ici aujourd'hui, c'est de se dire les émotions sont des outils de communication de votre système nerveux avec vous. C'est une manière d'interpréter la réalité. De cette émotion va naître une motivation, une prise de décision, derrière un comportement qui va derrière nourrir une identité. Mais l'émotion, cette étiquette, effectivement, elle est à la base de tout. Elle va venir du système limbique qui va gérer la partie plus émotionnelle, euh, qui va jouer un rôle assez important dans qui va faire un lien direct avec notre cerveau reptilien et cette envie de protection. Donc à nouveau, on parlait de labellisation, mais en fait, derrière cette labellisation, la nuance qu'on peut apporter, c'est que on a le droit de ne pas être d'accord avec cette interprétation. Et je m'explique. Je vous disais tout à l'heure, ok, donc aujourd'hui, si on schématise, donc le cerveau, il essaie de simplifier les choses, il veut nous maintenir en vie, donc minimiser les dangers. Dès qu'il voit une zone de danger, même si c'est juste une réunion client avec le demain matin, le pic de stress, il va monter et la réaction physiologique est la même que devant une source de stress qui pourrait vraiment être dangereuse pour la vie. Ok.
derrière cette expérience, je vais ressentir un certain nombre d'émotions. Ces émotions vont relever de la peur de l'échec, la peur du jugement, euh, la peur de prendre la parole en public, qui va elle aussi relever de voilà, j'ai peur de ne pas être reconnue pour ma valeur, de ne pas être à l'auteur, donc d'être en situation d'échec, donc de me faire rejeter. Bref, trouve des émotions d'insécurité où en fait le système nerveux nous dit je ne veux pas que tu sois isolé du groupe. J'extrapole au maximum, mais l'idée, in fine, c'est ça. Si je suis en échec, je vais être rejetée. Si je suis rejetée, bah, je vais être isolée du groupe. Et pour le cerveau, un être humain isolé du groupe meurt. Je schématise au maximum, mais la logique, c'est un peu ça. Derrière ces craintes, ces isolements, ces difficultés de reconnaissance qu'on va avoir derrière une réunion client. Et donc, il y a deux types de situations possibles. Ça va être de dire, première logique, je peux décider qu'en fait, bah, ce pic de stress, eh ben, il m'est bénéfique. Je vais prendre la vague, par contre, je vais bien marquer la fin. Donc je peux me dire, bah, comme je donnais l'exemple des étudiants qui font leur paper en last minute parce que ça leur donne un pic d'énergie, ils s'imposent un rush en fait. Ils n'avaient pas de rush, je vois certains étudiants qui ont eu un cours avec moi il y a un mois à l'ESSEC, bah voilà, ils avaient une deadline au 30 octobre. À 90%, ils m'ont envoyé leur paper le jour de la deadline. Je pense qu'ils l'ont fait juste avant, ils avaient un mois. Et je pense que beaucoup l'ont aussi fait parce qu'ils bossent mieux en créant une situation de rush. Donc là, on a typiquement l'exemple de la personne qui assume de prendre la vague du stress. Et dans ce cas-là, c'est assumé. Et c'est limite conscient. À l'inverse, si je vous prends l'exemple d'un client qui a 30 ans d'expérience professionnelle et qui me dit, mais en fait, c'est insupportable. Euh, pour moi, les rushs, c'est quand j'ai des périodes de prise de parole que tout s'accumule en plus du boulot au bureau. Mais en fait, ça me met dans un état pas possible, alors que ça fait 30 ans que je fais ça. C'est insupportable. Et pour le coup, bah là, on va plutôt travailler à reprogrammer le mental et à lui indiquer, merci, finalement, je comprends, le système nerveux, que tu veux que je réussisse, tu as peur que j'échoue. Mais en fait, non merci, ça fait 30 ans que je fais ça. Et en fait, on peut, selon un principe qu'on appelle la neuroplasticité, donc notre cerveau, il évolue tout au long de la vie, donc c'est le principe de neuroplasticité, la manière, les réactions, les patterns selon lesquels vous réagissez, vous créez des situations, vous réagissez à des situations, c'est quelque chose qu'on peut reprogrammer, qu'on peut muscler différemment, pour ainsi dire. C'est quelque chose qu'on peut travailler sur nos réactions à des situations données. Par exemple, le rush. Par exemple, la prise de parole en public. Et à quel point ça complexifie d'un coup tout le quotidien. Donc typiquement, avec ce client, bah, on a travaillé sur la problématique des émotions avec des outils dont on va parler tout à l'heure pour justement s'intéresser à, OK, comment j'indique à mon système nerveux, merci, mais non merci. Merci, je sais ce que tu fais, j'ai compris le mécanisme en fait, mais non merci, je ne suis pas d'accord avec ton interprétation. Je ne suis pas en danger, je suis en sécurité, je sais ce que je fais, je l'ai fait 15, je le fais depuis 30 ans, j'en suis jamais mort, donc tout va bien. Et donc, en fait, rassurer le système nerveux sur l'environnement dans lequel il se trouve et le fait qu'en fait, c'est une surinterprétation. Parce qu'effectivement, bah, l'interprétation du cerveau peut ne pas être la bonne, même si l'intention, elle, l'est à la base. Donc, derrière cette logique, bah, l'idée, c'est ça, en fait. C'est de se dire, parce que je comprends un peu mieux les mécanismes de base du système nerveux, on n'est pas parti dans des trucs très compliqués, on a juste besoin de comprendre au niveau macro, je peux mieux répondre à une situation d'anxiété, de stress dans un moment de rush, avec cette logique de dire, OK, je prends du recul. Je vous ai dit déjà non, je résiste pas. C'est pas ma faute, c'est pas machin. Ça dépend d'énormément de facteurs. Donc déjà, ça ne sert à rien de mettre de la résistance. Donc je ne subis pas la situation, je prends 2 secondes, je prends du recul, on va voir comment. Et j'apprends à dialoguer avec mon système nerveux pour se dire, OK, bah en fait, je comprends que là, je ressens les effets du stress. C'est mon système sympathique qui est en train de s'activer. Et après, je décide, est-ce que je suis d'accord ou pas d'accord en fonction des émotions que j'arrive à ressentir et identifier pour savoir si bah, je prends la vague ou au contraire, je ne la prends pas. Et en fonction de je prends la vague ou je ne la prends pas, eh ben, on peut réagir d'une manière un petit peu différente. Mais pour le coup, c'est vous qui êtes aux manettes. C'est vous qui décidez d'assumer ou d'ajuster. Et c'est ça qu'on veut au final. On ne peut pas changer des contextes changeants autour de nous.
des phases d'équilibre, déséquilibre, c'est des trucs qui varient tout le temps malgré nos meilleurs efforts. Ce qu'on peut changer, c'est notre rapport à ces moments-là en mettant ces réflexes-là et en se disant, bon, ok, je prends du recul et c'est moi qui prends la décision de comment je vais gérer la situation plutôt que de la subir. Avant de me lancer, je vois une question. À chaque coup de rush, je visualise le rush, je comprends le mécanisme, je sais très bien ce qui va arriver, je sais que je vais gérer, et pourtant, je stresse quand même. Je me lève archi tôt, je dors mal pour commencer à régler le problème. Comment pallier à cela? C'est une super transition parce qu'on va parler des outils et des choses qu'on peut mettre en place dans ces périodes-là. Donc, merci beaucoup pour la question. Est-ce que, avant qu'on se lance sur les outils, justement, vous avez déjà d'autres réactions, d'autres questions? Est-ce que ça évoque des choses chez vous? Tout va bien pour le moment? Vous gardez vos questions pour la fin? Bon, eh bien, on garde pour la fin. Donc, tout ce dont on va parler à l'instant, c'est des outils qu'on va mettre non seulement au service de l'instant présent, mais aussi dans une logique de travailler avec notre neuroplasticité. Je vous disais à l'instant, donc on sait aujourd'hui que notre cerveau évolue tout au long de la vie. Il y a une trentaine d'années, on considérait que autour de 25 ans, le cerveau adulte arrêtait de se développer, il changeait plus beaucoup. Aujourd'hui, on sait que c'est complètement faux et qu'en fait, tout au long de la vie, notre cerveau, il est capable de s'adapter, il s'adapte aux environnements, il peut évoluer et c'est grâce à ça d'ailleurs qu'on peut changer des habitudes, qu'on apprend des nouvelles choses, des nouvelles compétences, etc. Et donc finalement, aujourd'hui, dans les outils que je vais vous transmettre, il n'y a pas de solution magique. On est sur des outils qui peuvent agir sur le système nerveux sur du court terme, mais effectivement, ce qu'on cherche, c'est pas seulement du court terme, c'est surtout commencer à muscler le cerveau pour qu'il puisse réagir d'une manière plus apaisée dans ces moments-là et que progressivement, ce soit de plus en plus facile de prendre du recul, de prendre une décision, d'ajuster, de vous organiser et de rester aux manettes du quotidien. Ok. Tac. Et donc, pourquoi je vous dis tout ça? Euh, la manière dont on travaille, je reviens aux questions dans un instant, c'est qu'en fait, le système nerveux, au-delà de le comprendre, on peut le stimuler. Et c'est quelque chose qui va être hyper intéressant dans notre vie pro aussi, c'est de se dire, mais en fait, en bougeant d'une certaine manière, en respirant d'une certaine manière, en m'alimentant d'une certaine manière, en organisant un petit peu mon hygiène de vie, je peux stimuler mon système nerveux au service de mes enjeux. Pour cela, on va faire un focus sur certains neurotransmetteurs. Donc des neurotransmetteurs, c'est des messagers chimiques qui vont venir qualifier l'information dans nos neurones. C'est comme je vous disais, voilà, c'est la couleur du type d'énergie que va sécréter une information dans le cerveau, qu'elle émerge du système nerveux central et en particulier du cerveau, ou de ce qu'on va appeler le système nerveux entérique. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais c'est les intestins qui, eux, qui ont eux aussi une fonction extrêmement importante dans notre système nerveux. C'est quelque chose c'est pour ça qu'on parle du deuxième cerveau, et qui vont jouer eux aussi un rôle dans la production, notamment de 90% de notre sérotonine. Je vous parlais de ce neurotransmetteur tout à l'heure, je vais en reparler à l'instant. Nous, on va travailler avec 4 principaux neurotransmetteurs qui sont hyper intéressants pour nous les pros avec tout notre quotidien et les pics de rush. Déjà, on va parler de dopamine. La dopamine, c'est le neurotransmetteur qui active, qui lance la motivation, qui gère l'énergie. Le médecin avec lequel je me suis formée, il nous disait, c'est les clés dans le contact de la voiture pour lancer la machine. Donc, on peut stimuler la sécrétion de dopamine. Vous avez certainement entendu parler de la dopamine parce qu'elle est surstimulée par nos super téléphones, etc. Bah, aussi par le mouvement et la respiration, on peut la stimuler d'une manière plus positive. La sérotonine qui va être responsable de la concentration, du calme, de l'apaisement. Hyper intéressant aussi pour nous aider dans la capacité de prise de recul. La mélatonine, dont vous avez sûrement entendu parler pour son rôle dans le sommeil. Donc c'est le neurotransmetteur qui est responsable du moment où on retire les clés du contact. Donc c'est le moment où vous vous endormez. Et c'est hyper intéressant parce que c'est aussi le neurotransmetteur qui est responsable de l'empathie, qui va en tout cas jouer un rôle hyper important dans notre capacité d'empathie. Intéressant de se dire finalement c'est dans les moments où je suis les plus fatiguée, où j'ai pas pu sécréter de mélatonine, que je suis pas forcément très empathique. Quand on est fatigué, on n'est pas très empathique. Donc il y a une raison aussi chimique derrière tout ça. Et l'ocytocine.
que vous avez, si vous êtes parent, dont vous avez sûrement entendu parler parce que c'est l'hormone du lien. Donc c'est le neurotransmetteur qui va être responsable de ce lien parent-enfant, mais c'est celui qu'on sécrète dès qu'on enlace quelqu'un dans nos bras, qui va apporter un sentiment de sécurité et de lien. Et je vous le disais, c'est hyper important de sécuriser le système nerveux, justement, de lui montrer que vous êtes en sécurité, malgré les incertitudes, malgré le rush professionnel, vous n'êtes pas en danger. C'est une situation difficile, il y a des problèmes complexes à régler, mais vous n'êtes pas en danger. Il y a une catégorisation finalement des problématiques à faire, et vous, en tant qu'être humain, n'êtes pas en danger, malgré la complexité de la situation. Donc, tous les outils qu'on va aborder, on va les prendre finalement sous ce prisme-là, ou en tout cas, cette logique de sécrétion de neurotransmetteurs, elle va être cachée derrière chacun de ces outils, parce que justement, ils vont stimuler le système nerveux d'une certaine manière. Donc, sans plus attendre, allons regarder un petit peu. Donc, qu'est-ce que je fais dès que je sens les premiers signes de rush? Bah, donc je disais, déjà, il faut accepter la situation. Donc, on est sur un premier moment où je me dis, ok, là, il y a le rush qui monte, j'arrive à qualifier la chose. Peut-être que c'est la première fois que je verbalise ça à un collègue, à un proche, où je dis, là, on est en plein rush. C'est peut-être le moment, puisque j'ai mis le mot, où je vais me dire, ok, je prends 2 minutes pour respirer. Et vous allez me dire, ouais, t'es mignonne, respirer dans un moment de rush, c'est compliqué. Non, mais en fait, si vous voulez prendre du recul, vous avez besoin d'aider votre système nerveux à se concentrer. Pour aider votre système nerveux à se concentrer, on a besoin de sérotonine. Et donc, pour stimuler la sérotonine, le meilleur outil, c'est la respiration. La respiration, c'est le reflet de votre état, mais c'est donc aussi un levier de stimulation du système nerveux. Un exercice hyper accessible, mais qui a un effet immédiat, c'est ce qu'on appelle la respiration complète. Vous allez respirer en 3 temps. Ça va relâcher les tensions dans le corps, en plus, qui vont être liées à cette montée de stress, et ça va stimuler la sérotonine autour de 2-3 minutes d'exercice. 2-3 minutes finalement, c'est pas très long. Et tout de suite, ça permet de mettre une distance avec ce qui se passe. Et à la limite, ce que je vous propose, on va défiler un petit peu les outils. Et puis, si on a quelques minutes, ben, on la fait ensemble, cette respiration. Comme ça, vous me dites comment vous vous sentez après. En tout cas, ça, par contre, je vous enverrai les images des outils. Je vous enverrai une petite boîte à outils dans le mail récap que vous recevrez ce soir ou demain. Comme ça, vous aurez accès à tout ça. Mais en tout cas, dans cette respiration complète, on va faire surtout quelque chose qui est allonger l'expiration, allonger le souffle. Et plus l'expiration est longue, plus le système nerveux parasympathique va être activé. Donc c'est un moment où on amène de l'apaisement dans le corps et donc on peut faciliter la sécrétion de sérotonine et donc derrière la prise de recul. Derrière cette prise de recul, qu'est-ce qu'on veut? On veut offrir un espace dans lequel vous êtes capable de sortir du pilote automatique, de ah, il y a 3000 trucs à gérer, j'en ai de partout, j'en peux plus, à dire ok, je me pose 3 secondes et je reconnais la situation dans laquelle je suis. Ceci est un rush. On nomme les choses. Ceci est un rush. Ok. Et donc là, on va rentrer dans les autres outils. Hop. Mais donc déjà, une fois que j'ai respiré, je fais le point. Je me suis mise dans des bonnes conditions pour prendre du recul. Et ça peut vous paraître très trop simple ou au contraire pas du tout pratique. Testez-le et vous m'en direz des nouvelles. Mais pour le coup, on a tout un champ aujourd'hui de la médecine qui s'intéresse à ces outils et qui accompagne les parcours de soins avec ça. Aujourd'hui, on accompagne des parcours en cancéro grâce à des programmes de respiration pour accompagner le stress qui est lié à la maladie chronique. Donc c'est un vrai outil qui peut faire la différence. Grâce à ça, nous, en tant que pro, on va vouloir faire le point. J'accepte que je ne peux pas changer la situation, mais je peux faire de mon mieux pour l'adresser. Je ne peux pas tout contrôler, je ne suis pas omniscient, mais je peux faire de mon mieux. Donc, faire de mon mieux, ça veut dire quoi? Là, souvent, je dis, devenez suédois. En France, on a tendance à... Moi, en plus, je suis franco-mexicaine, donc au Mexique, c'est encore pire, mais on a tendance à foncer tête baissée. On avance, on essaie de tout régler de manière plus ou moins structurée, on essaie de tout faire très bien, mais pour le coup, parfois, c'est un petit peu compliqué de tout gérer, on n'est pas dans les meilleures conditions. Bref, on ne cadre pas. On ne cadre pas notre rush. Il y en a de partout, il y a des demandes dans tous les sens, on essaie de tout régler, et finalement, il n'y a pas de structure.
Et j'ai fait énormément d'entretiens avec des professionnels autour de cette question de la gestion de l'équilibre pour un petit travail de recherche. Et quelque chose qui est revenu à plusieurs reprises, c'est cette notion de il faut devenir suédois des fois. Les Suédois, apparemment, donc pour le coup, je vais aller creuser la question, mais je vous le partage ici. On me disait, c'est très compliqué de travailler avec eux par rapport à notre culture, évidemment, simplement parce que ils donnent une importance au cadrage qui est extrêmement forte par rapport à nous. Nous, avec notre culture latine, on a tendance à foncer un peu tête baissée, à gérer les imprévus et tout ce à quoi on n'a pas pensé avant, un peu au fil de l'eau. Euh, Quand vous travaillez avec une culture nordique, ils vont passer énormément de temps à vérifier que vous vous êtes posé les bonnes questions, à vérifier que le besoin que vous adressez est vraiment votre vrai besoin. Ils vont questionner la pertinence du besoin exprimé. Et donc, bah, l'idée aussi, c'est de se dire, avant de me lancer corps et âme dans mes tâches, est-ce que je peux pas être suédois quelques secondes et juste me demander, ok, est-ce que ce que je dois faire me paraît clair? Je corrigerai la petite coquille sur la slide. Est-ce que le périmètre et la timeline me paraissent définis? Est-ce qu'ils sont cohérents? Est-ce que ça part dans tous les sens? Et est-ce que pour faire face à tout ça, j'ai déjà besoin de faire des ajustements, que ce soit au niveau personnel ou que ce soit au niveau managérial, pour pouvoir répondre? En gros, je me dis pas, j'y vais au mental. Je me dis pas, je me fais violence, ça va le faire. C'est, je prends 3 secondes, je me pose après avoir respiré pour aider mon système nerveux à se mettre dans les bonnes conditions. Et je vérifie que tout ce que j'ai à faire soit clair. Et je le mets noir sur blanc. Ça, c'est le troisième point. Souvent, c'est un moment, le mental part dans tous les sens, parce qu'en fait, on a toute notre to-do qui part dans tous les sens. Et en général, dans un rush, comme on ne s'organise pas parce qu'il y a tout qui nous tombe dessus, on a l'impression de ne pas être en maîtrise. Votre cerveau, pour avoir l'impression que vous maîtrisez la situation, il a besoin que vous mettiez des choses dans les cases. Donc le plus vite vous allez faire une to-do qui est timée avec un agenda en vous disant bah en fait oui d'ici la fin de la semaine je vais réussir à aller au bout de ma to-do, vous allez réussir à apporter de la sécurité à votre système nerveux. Être capable de dire je suis en contrôle de ce qui est en train de se passer. Oui, c'est une phase de rush. Non, je peux pas tout contrôler, mais a priori avec les éléments que j'ai aujourd'hui, d'ici une semaine, j'aurais pu aller jusqu'au bout en ayant fait tel et tel ajustement. C'est le moment finalement de priorisation. Mais finalement, on arrive à faire cette checklist, entre guillemets, parce qu'on a pris 2 secondes pour respirer juste avant. Parce qu'on a pris 2 secondes pour laisser le système nerveux respirer, prendre du recul et nous offrir cet espace de réflexion. Et évidemment, grâce à ça, c'est peut-être un moment qui va vous permettre, avant de rentrer dans le flot des choses à gérer, de communiquer avec votre entourage, de communiquer avec votre équipe sur à quel point la mission elle est réaliste. Est-ce qu'on a besoin de faire des ajustements? Est-ce qu'on a besoin de parler avec d'autres équipes? Est-ce qu'on a... Bref, identifier les besoins et garder une logique de cadrage malgré la phase de rush. Remettre un petit peu de distance. Ensuite, souvent dans les périodes de rush, au-delà de ça, ok, là vous rentrez dans le flow, vous gérez au mieux, il y a des hauts, il y a des bas. Si ça va pas, je peux toujours revenir à ma respiration pour m'apaiser. Si je sens que mes émotions montent, tout ça, ok, mes émotions sont en train de me dire quelque chose. Qu'est-ce qu'elles me disent? Ok, est-ce que je peux respirer pour m'apaiser? Ok. Ensuite, j'arrive à la fin de la journée. Souvent, et c'est ce que disait l'un d'entre vous, c'est ok, je comprends ce qui se passe, mais par exemple, je vais super mal dormir la nuit. Parce qu'effectivement, vous êtes en état d'alerte. Donc, comment on accompagne le système nerveux à couper? Ce qu'on va faire, c'est à nouveau, c'est stimuler le système nerveux pour lui dire, je suis en sécurité, tout va bien, et aller stimuler des neurotransmetteurs qui vont plutôt ramener de l'apaisement et de la sécurité. Pour ça, on peut avoir plusieurs leviers. Un premier dont vous avez sûrement entendu parler, c'est la méditation. Le fait de respirer, de méditer, de se concentrer sur un objet, c'est obliger non pas notre cerveau à pas penser, parce que ça n'arrive pas, mais obliger notre cerveau à se centrer sur un espace et à rester dans cet espace. Plus vous allez le faire, plus ça va être facile de le faire. Plus vous allez être capable de vous concentrer malgré les aléas du quotidien. Et donc pour ça, si vous n'avez pas du tout l'habitude de le faire, il y a des super méditations guidées qui permettent de le faire. Nous, on travaille beaucoup avec Seven Mind parce qu'elle est très adaptée, je trouve, aussi aux réflexions des pros. C'est un ancien avocat qui l'a montée, qui s'est passionné pour les problématiques du bonheur et de l'équilibre. Il a une semaine de méditation gratuite sur son application. Ça suffit largement à faire le taf. Vous faites 5 à 10 minutes de méditation dans une période comme ça. Vous allez voir à quel point ça pose. Et même si vous sentez que vous n'arrivez pas à déconnecter, vous êtes quand même en train d'avoir un effet sur le système nerveux.
Donc, c'est pas une pilule magique, mais c'est une très bonne manière de muscler le cerveau pour apprendre à dire, OK, maintenant c'est stop. J'ai besoin de récupérer, demain j'attaque. C'est évidemment un moment dans lequel vous pouvez remettre de la respiration si vous voyez que vous réagissez bien. Et ça peut faire, et même chose, plus vous allez le faire, plus ça va être intéressant. Après, si finalement c'est pas assez ou de travailler juste avec le mental, vous sentez que ça ne suffit pas à répondre à votre enjeu, la vraie solution magique, c'est l'activité physique. Si vous bougez, si vous sortez courir, si vous faites une session de sport même très courte, l'effet des endorphines vont ramener de l'apaisement, de la sécurité, de l'énergie et vont venir apaiser le système nerveux. Donc, n'hésitez pas à compenser avec une activité sportive, qu'elle soit faite chez vous, à l'extérieur. L'effet de la nature peut avoir un effet très apaisant, mais en tout cas, le fait de bouger déjà peut vraiment faire la différence. Et enfin, l'outil qu'on va toujours recommander, même si le terme peut paraître gnangnan dans le milieu pro, mais en fait, c'est ce qu'on appelle l'exercice des gratitudes. Donc, c'est tous les jours, en particulier dans les moments de difficulté, de se dire, en fin de journée, soit je réfléchis tout seul, soit je le partage avec mes proches, soit je le note quelque part dans un carnet, mais je note tout ce qui s'est bien passé. Et pourquoi vous pouvez déjà vous remercier et remercier les personnes de votre entourage face à cette période de difficulté. Dans ces moments-là, on a tendance à focaliser que sur les problématiques, que sur les choses à régler. Et c'est normal, vous êtes là pour résoudre les problèmes souvent. Maintenant, c'est pas pour autant que vous pouvez pas aider votre système nerveux à se rendre compte qu'en fait ça avance et entraîner le cerveau aussi à voir ce qui se passe de bien. Et vous verrez, ça va apaiser la période et vous aider, contribuer à cette prise de recul et à se sentir un peu plus aux manettes du quotidien et pas juste à subir de la difficulté en continu. Alors, il m'a refait le même petit truc bizarre, excusez-moi. Maintenant, un principe qui va être important dans ce qu'on se dit, c'est que tout ce que je vous dis là, je vais arriver aux questions tout de suite, c'est qu'en fait, il y a évidemment, je vous le disais, pas de solution magique. Il faut avoir vraiment une philosophie même dans la gestion du rush, mais la question de l'équilibre au sens large, c'est du réajustement quotidien. Ce qu'on veut, c'est que le chemin se fasse de manière plus fluide, de manière plus stable, euh, mais vous allez toujours faire du réajustement. Et donc, c'est pas parce que ça marche super bien le premier jour et moins bien le deuxième, pour X raisons, que vous êtes en échec. Ça s'appelle du test and learn, ça s'appelle de la découverte de soi, de l'exploration. Donc, en tout cas, je vous invite à tester ces outils et à voir ce qui marche dans les meilleurs moments. Peut-être à essayer de comprendre les émotions qui sous-tendent vos actions et vos réactions et voir comment vous pouvez les apaiser avec ces différents outils, avec cette capacité de prise de distance. Quand ça commence à être long, on arrive quasiment à la fin. Promis, je vous libère pas trop tard. C'est ce qu'on appelle le mode compétition. Là, je vous parle de rush, comment je réagis sur le moment. Des fois, ce rush, il commence à devenir long, ça se transforme en stress chronique. Ça commence à être un peu compliqué. À ce moment-là, en fait, on va garder ce réflexe. Je passe en mode compétition et j'ai besoin d'observer mon état pour comprendre mes besoins. Toujours cette même logique. Est-ce que j'ai des émotions particulières? Qu'est-ce qu'elles me disent? Est-ce que je suis d'accord sur le niveau de danger que me remonte mon système nerveux? Est-ce que je prends la vague ou je la prends pas? Est-ce qu'au contraire, je sens que ça commence à être long et j'ai besoin d'aller chercher mon système parasympathique? Dans ce cas-là, respiration, méditation, sport, mouvement. La partie mouvement, on peut l'aborder de manière beaucoup plus détaillée. C'est pas mon focus aujourd'hui, mais si c'est quelque chose qui vous intéresse, on peut aussi en parler en off. On peut vraiment aller chercher le système parasympathique de plein de manières. Mais c'est un moment, surtout, je vais vous encourager à faire plusieurs choses, des ajustements. Vous êtes comme un marathonien qui passe en compétition. Donc, on parle plus d'hygiène de vie, on parle d'optimisation de votre quotidien pour aider votre système nerveux à tenir le coup. Premier point, vous sacralisez votre sommeil. C'est souvent ce qui saute. Pourtant, c'est le plus important. Donc, quitte à communiquer avec votre entourage, organiser des siestes, ce que vous voulez, c'est le plus important pour aider votre système nerveux à récupérer et à vous aider à ne pas passer dans la partie de burn-in, burn-out qu'on a pu voir sur le schéma. C'est un moment où on va, pour soutenir ce sommeil de qualité, sacraliser son alimentation. Je ne vais jamais vous pousser à suroptimiser votre alimentation. Je vais évidemment vous encourager à manger sainement, mais jamais à suroptimiser tout ça. Vous avez une vie sociale, des habitudes, des goûts, de la gourmandise, que sais-je. Ok. Par contre, dans ces moments-là, ça va être super intéressant de se dire, ok, je mets une alimentation au service du challenge qui est le mien en ce moment. Et ça,
S'il y a un conseil à garder, c'est juste limiter, voire retirer les protéines le soir. Privilégier un mélange de féculents avec des légumes pour favoriser une digestion qui va être plus courte et qui va favoriser un sommeil de qualité. Les protéines, c'est 3 à 4 heures de digestion avec les heures auxquelles on mange en France. En fait, ça vient tout de suite toucher à la qualité de notre sommeil. On ne peut pas engager nos cycles de sommeil profond de la même manière parce que notre corps est occupé à digérer. Donc, aidez-vous et allégez le dîner en retirant des protéines, privilégiez féculents et légumes, et communiquez avec votre entourage. C'est souvent un moment où on se ferme, on porte tout sur nos épaules. Pourtant, en fait, personne ne peut comprendre par quoi on passe ou s'adapter un petit peu à nous si on ne communique pas. Donc, vous êtes en droit aussi de dire, je suis dans une période qui est un peu compliquée, ça commence à être long, je vais faire tels ajustements. Sache que s'il se passe quelque chose, c'est absolument pas contre toi. Enfin voilà, après, vous voyez ce qui est nécessaire. Mais en tout cas, je rappelle l'importance de sacraliser ces étapes de communication avec son entourage. Et enfin, toujours, quand enfin vous voyez le bout, même si la prochaine zone de stress arrive dans 3 jours, c'est le fait d'indiquer au système nerveux que cette phase-là, elle est finie. Et donc, de se dire, OK, cette étape-là, elle est terminée, la phase de compétition est finalisée, et donc je célèbre ça. Donc célébrer, ça peut prendre plein de formes. C'est vous qui allez célébrer ça avec les collègues autour d'un dîner. C'est vous qui vous remerciez vous-même. Ça peut être s'écrire une note et se dire super job Pierre, bravo Christine, c'est fini. Mais en tout cas, trouvez votre levier symbolique pour être capable de marquer la fin d'une période de rush et d'être capable de dire au système nerveux, merci, c'est fini, maintenant on récupère. Et ça peut passer également par l'exercice de gratitude, que je vous encourage beaucoup à faire en équipe, notamment. L'idée de dire, OK, on va vraiment juste prendre un moment pour voir tout ce qui s'est bien passé. Ce pourquoi, en fait, on ressent de la gratitude les uns envers les autres. Utilisez un autre terme si celui-là vous paraît pas adapté. Mais l'idée de se dire, on va voir ce qui s'est bien passé avant d'aller voir ce qu'on aurait pu améliorer. On va aller aborder ce qui peut s'améliorer. Mais regardons déjà ce qui s'est bien passé, ce qu'on a bien fait. Félicitons-nous pour ce qui s'est bien passé. Parce que ça, votre système nerveux, il en a besoin pour être assuré. Donc voilà un petit peu les grandes briques euh, très introductives de ce qu'on pouvait voir ensemble. Avant d'aller sur la fin du webinaire, je vais quand même prendre vos questions. Euh, alors, donc Pierre nous dit, parfois le rush est tel qu'il est difficile de bien écouter ses émotions et de détecter les signes physiques que tu exposes. Peut-on s'entraîner à mieux sentir et prendre conscience pour réagir et comment? Absolument, Pierre. Donc dans ce cas-là, il y a une technique qui est hyper intéressante pour développer ce qu'on appelle la proprioception. C'est de ça dont vous parlez. La proprioception, c'est notre capacité à ressentir ce qui se passe dans le corps. Pour ça, il y a un type notamment de méditation, on trouve ça aussi en sophrologie, qui va simplement mettre des exercices de body scan. Donc on va prendre quelques instants, on peut faire ça de manière guidée, vous pouvez trouver des vidéos sur YouTube, tout ça, c'est très facile. On va s'entraîner à sentir le bout de ses orteils, les voûtes plantaires, les chevilles, les mollets, tout ça, pour entraîner en fait notre système nerveux à être capable de décortiquer les informations et les remonter. On a tendance à être très dans notre tête, pas du tout dans notre corps, dans notre culture, mais en fait la connexion, elle existe. Donc il suffit d'ouvrir le langage. Donc, l'exercice du body scan, c'est très intéressant pour travailler ça. Il y a un syndrome, notamment, qui est travaillé comme ça, que je trouve assez révélateur. C'est le syndrome de la focalisation. Quand on a eu une expérience de vie difficile entre l'âge de 6 et 8 ans, dans un contexte d'incertitude, l'enfant va créer ce qu'on va appeler un syndrome de focalisation qui va provoquer une hyperactivation du système sympathique. Donc en gros, c'est comme si on développait une allergie à l'incertitude. Et donc, face à l'incertitude, le système sympathique va se suractiver. Et c'est comme s'il y avait une décorrélation entre l'environnement réel et l'interprétation que fait le cerveau. Et donc les médecins, dans ce cas-là, ils vont pas donner des médicaments, ils vont suggérer aux patients de faire du body scan tous les jours pour reprogrammer le cerveau et qu'il soit capable de vraiment sentir ce qui se passe dans le corps et qu'il n'y ait pas de surinterprétation d'une situation d'incertitude et qui soit très ancré à l'environnement réel. Donc ça, c'est un premier exemple. Euh, et donc, bon, je suis rassurée de voir que le terme gratitude ne vous paraît pas gnangnan. On me demande que sont les power naps. Oui, donc les power naps, c'est une expression angliciste pour dire, pour prendre des petites siestes, des siestes de 15 à 20 minutes maximum, qui permettent vraiment de récupérer. Donc c'est des siestes courtes.
Effectivement, pour le sommeil, la régularité va jouer. Plus, en fait, c'est assez. Vous verrez la logique, c'est plutôt assez évident. Mais en fait, le système nerveux, il adore la régularité parce que plus il peut anticiper ce qu'il a à faire, le mieux il peut fonctionner sur ces problématiques de fond. Nos systèmes corporels, ils sont en renouvellement constant. Ne serait-ce que votre système osseux, il est complètement reconstitué, régénéré au bout de 4 mois. Donc en fait, il se passe une quantité de choses dans nos systèmes corporels que souvent, enfin voilà, dont souvent on n'a pas conscience. Et donc pour ça, plus on est dans des situations d'irrégularité, plus en fait notre corps est en réajustement constant. Et donc il va mettre de côté des fonctions de fond. Plus on apporte de la régularité, plus il va pouvoir anticiper. Pour le sommeil, c'est assez clé parce qu'en fait, si on indique de manière régulière au cerveau quand est-ce qu'il doit sécréter de la mélatonine pour nous endormir, quand est-ce qu'il doit sécréter de la dopamine pour nous réveiller, en fait, il le fait tout seul. Si vous regardez des gens qui se couchent et qui se lèvent à heure régulière, ils vont vous dire que en fait, ils ont le sommeil qui arrive naturellement à cette heure-là, et ils se réveillent sans réveil à l'heure à laquelle ils se réveillent, parce qu'ils se sont programmés comme tel. Notre système nerveux adore la régularité, on lui donne un mode de fonctionnement, un mode d'emploi qu'il adore suivre. Donc effectivement, c'est un excellent point. Donc je vous ai parlé de pas mal de sujets, ça reste un pied à l'étrier. J'ai peut-être été un peu vite et je m'en excuse si c'est le cas, mais en tout cas j'espère que ça aura évoqué des choses. Je fais juste un point rapide, si jamais c'est des sujets qui vous intéressent, que vous avez envie d'approfondir, je vous partage juste nos prochaines dates de formation. Donc on fait une formation qui est plutôt dirigée aux managers et aux dirigeants le 17 janvier prochain. Qui aura lieu sur Paris et qui donne ensuite accès à un programme de mentorat pour être accompagné dans la mise en œuvre de toute la méthode qu'on verra à cette occasion. Et puis, on a une formation de 2 jours à notre méthodologie. C'est vraiment la formation phare qu'on appelle le Bootcamp Balance at Work, qui auront lieu le 18 et 19 mars prochain. Donc, si c'est des sujets qui vous intéressent, déjà, vous avez un petit code parce que vous avez participé à nos webinaires pour que ça revienne à un tarif plus intéressant. Et je serai à votre disposition pour répondre à vos questions. Si vous avez envie d'en savoir plus, vous envoyez des éléments écrits. Ce sera avec grand plaisir. Suite à toutes nos formations, vous avez accès à une application qui permet de faire votre mentorat et de vous orienter vers notre réseau de partenaires qui travaillent sur ces sujets-là. Et évidemment, qui vous propose des outils de respiration, des exercices physiques qu'on peut adapter dans notre quotidien au travail. Et on peut accompagner les équipes de manière spécifique avec du mentorat. C'est vraiment ça qui permet de faire la différence ensuite dans la mise en œuvre. Donc, en tout cas, n'hésitez pas, si c'est un sujet que vous avez envie de continuer à approfondir, on est là pour vous et ces formats-là, ils sont vraiment passionnants. Euh, donc, en synthèse de tout ce qu'on s'est dit finalement, ce qu'on veut retenir, c'est que on peut gérer le rush avec un petit peu plus d'intelligence, de recul, de compréhension de ce qui se passe. Et surtout, ce qu'on veut en fait derrière tout ça, c'est non seulement mieux gérer le moment, mais prévenir les effets d'un stress continu. Ce qui est souvent le cas parce que dans nos modes de vie, on enchaîne les périodes de rush. Donc, on prend les bons réflexes pour éviter la chronicité, être capable de segmenter et comprendre que c'est notre système nerveux qui se met en action et c'est pas nous qui sommes en échec ou qui sommes pas à la hauteur. Voilà un petit peu pour ce que je voulais vous partager aujourd'hui. J'ai grignoté un petit peu plus de temps, je m'en excuse. Je vous propose pour ceux qui ont un petit peu de temps de poser toutes vos questions ou de partager vos réactions. Euh, Oui, tout à fait. Alors oui, non, mais des techniques, effectivement, on nous dit on peut faire des rondes de FT pour s'apaiser, diminuer son stress. Il y a beaucoup d'outils psychocorporels qui peuvent accompagner la gestion du stress. Là, on a parlé que de certains, mais qui me paraissent extrêmement accessibles en autonomie. Mais évidemment, on peut ouvrir à énormément d'outils. Et effectivement, merci Christine. On peut se retrouver, donc on refait un webinaire à l'occasion Ça va être le 13 décembre, donc vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas à en parler autour de vous, je vais mettre les informations à jour. N'hésitez pas, si on n'est pas déjà en contact sur LinkedIn ou par mail, vous avez mes coordonnées à l'écran. C'était un plaisir de vous avoir avec moi ce soir. Je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup. À toi, Tani. Merci Christine. Merci beaucoup, Tani, c'était superbe. Merci à vous. Je suis ravie si ça vous a fait du bien et vous avez appris des choses. Bon courage pour la fin de journée et on se retrouve très bientôt. Merci beaucoup. Bonne soirée.
Bonne soirée.